C'est un risque qu'a pris Julia Kristeva en proposant, étalée de 1999 à 2002, une trilogie intitulée « Le génie féminin ». Le premier volume est consacré à la philosophe Hannah Arendt, le deuxième à la psychanalyste Melanie Klein, le troisième à l'écrivaine Colette. Pourquoi un risque ? Eh bien parce que cette expression génie féminin ouvre sur plein d'interrogations difficiles. Y a-t-il une manière féminine d'écrire ? Faut-il reconnaître là une nature, voire une essence féminine ? Et dans l'hypothèse où c'est la culture, et non la nature qui marque l'écriture des femmes, Kristeva allait-elle nourrir les travaux sur le genre qui étaient dans ces années-là en plein développement ? Le voulait-elle ? Dans l'introduction générale qui ouvre cette trilogie, Julia Kristeva écrit prudemment et subtilement, je cite, « J'ai entrepris cette réflexion avec l'hypothèse que je n'en savais rien, que la femme était une inconnue, ou du moins que je préférais ne pas définir ce qu'est une femme pour laisser se profiler la réponse à la fin d'une patiente accumulation d'exemples. » Eh bien, ce matin, nous allons cheminer avec Kristeva sur ce sujet, suivre surtout ses analyses consacrées à Hannah Arendt et à Colette, puis évoquer sa réponse ultime à propos du génie féminin. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Et pour en parler ce matin, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Julia Kristeva. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, écrivaine, professeure de littérature émérite de l'université anciennement appelée Paris 7, sollicitée aussi par des universités étrangères, notamment américaines. Bonjour Frédéric Maget. Bonjour. Vous êtes président de la Société des Amis de Colette, directeur de la maison natale de celle-ci, à Saint-Sauveur en Puisaye. Vous avez publié en 2019 Les 7 vies de Colette. En 2023, Notre Colette, un portrait de Colette par ses lectrices. Ce sont des livres parus chez Flammarion. Enfin, bonjour Aurore Mregen. Bonjour. Vous êtes chercheuse au laboratoire Sophia Paul, qui fait de la philosophie et de la théorie politique à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes spécialiste de la pensée d'Arendt. Votre thèse portait sur Arendt et Lévinas. Elle a été publiée aux éditions du Palio. Et vous avez co-dirigé avec Martine Lebovici le cahier de Lerne Hannah Arendt, paru en 2021. Eh bien, c'est par Arendt que nous allons commencer cette discussion autour du génie féminin. Écoutez cet extrait de l'entretien donné par celle-ci à Günter Gauss en 1964 pour la télévision allemande. À présent, tournons-nous vers la question de l'émancipation de la femme. Cela a-t-il été un problème pour vous ? Oui, bien sûr. Et le problème demeure en soi. Je me suis montrée en fait assez vieux jeu. J'ai toujours pensé qu'il existe certains métiers qui ne conviennent pas aux femmes, qui ne leur vont pas, si je peux m'exprimer ainsi. Ça ne va pas, ça fait bizarre quand une femme donne des ordres. Elle devrait éviter de se trouver dans cette situation si elle veut rester féminine. Je ne sais pas si je suis ou non dans le vrai à cet égard. Moi-même, j'ai toujours vécu en accord avec ce principe de façon plus ou moins inconsciente. Ou pour mieux dire, de façon plus ou moins consciente. Ce problème n'a joué aucun rôle pour moi personnellement. Pour dire les choses simplement, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Elle a toujours fait ce qu'elle avait envie de faire, Arendt, elle le précise. Néanmoins, elle n'aime pas trop les femmes qui commandent, dit-elle là. Moi, je suis très intéressée, un peu surprise par la simplicité avec laquelle elle le dit, Julia Kristeva. Et puis, elle suggère que vraiment, la question du féminin n'a pas été un problème dans sa vie. Vous citez ce passage dans votre volume sur Arendt, Julia Kristeva. Pouvez-vous le commenter ? Pas vraiment, parce que c'est un choix de philosophe, et les philosophes, elle est une singularité, et elle veut que ce qui reste, c'est son œuvre de philosophe singulière, et les questions qu'elle ne s'est pas posées,
qui ne sont pas forcément inessentielles, mais ça ne l'a pas concernée. Ce sont des questions qui, pour moi, relèvent de la théorie freudienne, qui ne l'intéresse pas et pour lesquelles elle a même un certain écart, pour ne pas dire de mépris, mais ça ne l'intéresse pas. Et en tant que philosophe, elle opère avec le démantèlement de la métaphysique, mais telle que l'entend Heidegger et telle qu'elle va transformer Heidegger à travers une immersion dans deux domaines dans lesquels on trouve le féminin, mais qu'elle va rencontrer sans en faire un objet de connaissance théorique, mais une expérience personnelle, c'est-à-dire la vie de femme amoureuse dans un siècle où les femmes ont du mal à s'affirmer. C'est son histoire amoureuse avec Heidegger, par exemple. Mais aussi avec Heinrich Blücher et avec Luther Stern, devenu ensuite Anders. Il n'y a pas que Heidegger dans la vie d'Arendt. Donc, et pour que cette histoire soit vécue, elle va trouver un autre langage qui est celui de la littérature. Donc, alors on va en parler parce lectrice, que... Oui. Et elle s'exprime dans un langage métaphysique qui enracine sa position de femme dans le politique. Sa singularité, son qui, est immédiatement politique. Donc elle fait un combat politique. Mais c'est en vous écoutant, je pensais qu'elle ne parle pas du féminin, mais elle parle de la femme juive, et c'est la judéité qui va prendre la place de cette affirmation du singulier dans l'histoire, davantage que la question du féminin. Alors, les trois femmes, les trois œuvres que vous étudiez, Arendt, Klein, Mélanie Klein et Colette, ce sont les œuvres de femmes qui n'ont pas eu un discours féministe explicite, majeur. Voulez-vous dire par là que pour explorer le génie féminin, vous avez fait exprès de ne pas chercher des femmes qui font des discours sur le féminin ou des études, mais qui donnent des exemples de vie. C'était plus important pour vous, ça ? Quand on m'a demandé, mes étudiants m'ont demandé expressément de faire quelque chose sur le féminisme parce que j'avais pris des positions politiques, mais je n'avais pas écrit de textes majeurs ou des livres sur le féminisme, j'ai pensé que je voulais pas massifier le combat des femmes. Et que les trois grandes massifications que nous avons vécues dans notre siècle autour de la libération, c'est-à-dire la bourgeoisie, la libération française, la Révolution française, la Révolution marxiste, le socialisme, la classe ouvrière, et la révolution du tiers-monde qui nous donne aujourd'hui le Sud global, se sont en quelque sorte étranglés dans des totalitarismes. Et il m'a semblé qu'il fallait sauver la massification du féminisme de cette possibilité d'écarter de l'idée de liberté la femme singulière en l'enfermant dans une idée globale et massive, et donc de lancer une autre idée sur la scène, c'est la singularité féminine en tant que liberté. Que la liberté n'est pas dans la masse, la liberté n'est pas dans la négation de l'oppression, la liberté est dans la créativité. Et il me fallait chercher trois personnes que j'ai appelées de manière très provocante représentant le génie féminin. Mais le génie est une notion, et je crois que Arendt en parle, qui est héritée du romantisme, et génie, une descente du divin dans l'humain sans Dieu, et comme tel, ça nous donne une personnalité extraordinaire qu'on déifie. Le génie de grand homme, le génie de grand savant, le génie de grand musicien. Les questions se poseraient, est-ce que le génie féminin ne serait pas ce divin entré dans une société sans Dieu, mais la singularité au quotidien, dans la créativité féminine partageable. Est-ce qu'il y a un génie ?
Et ce féminin est forcément pluriel. Et donc, je cherchais des pluralités qui étaient le plus connues dans mon histoire et à travers ma biographie, c'est-à-dire la femme politique, la femme philosophe, la psychanalyste et l'écrivaine. Et pour l'écrivaine, j'essayais de trouver quelqu'un qui n'est pas une mélancolique, comme c'était ma première tendance, de m'orienter vers Anna Akhmatova ou Virginia Woolf, et de trouver quelqu'un qui est passé par la dépression, mais qui a exprimé la joie de vivre et l'éclosion. Donc, c'était Colette. Donc, c'est une façon de ne pas trouver une définition du génie féminin, mais d'explorer de manière très concrète, intuitive et précise, si possible, les singularités de 3 femmes différentes, et de conclure, c'est, je crois, ma conclusion, que la génie est le choix de sa créativité qu'on fait dans sa vie, en choisissant son identité sexuelle. C'était un pressentiment même du genre, en quelque sorte, avec la bisexualité psychique, avec les choix intellectuels et familiales. Et donc, il n'y a pas de raison de dire que le choix, les génies féminins est ceci ou cela. C'est le choix de la singularité créatrice. Est-ce qu'il y a un génie masculin ? Bien sûr, le génie masculin est dans toute notre histoire, cette descente du divin dans l'homme providentiel qui va sauver le monde. Et est-ce que ça a un sens de distinguer masculin-féminin en matière de génie, avec toute la créativité que vous mettez en Alors, ce ça, nom? c'est la question que vous posez, concerne aussi est-ce qu'on peut garder la distinction binaire masculin-féminin avant de parler du génie. Le génie serait la singularité partageable dans mon esprit, et le binarisme, est-ce qu'on le maintient ou non? Je sais que pour certains, il n'y a pas de binarisme sexuel, mais il y a du genre. Moi, d'inspiration psy et freudienne, je pense qu'il y a une bisexualité psychique qui se conjugue différemment, et donc il y a une pluralité de féminin, une pluralité de masculin, mais je préfère garder ce binarisme pour continuer le combat pour la liberté des femmes. Et vous savez, j'ai donné mon prix sur Hannah Arendt sur des femmes, aux femmes d'Afghanes qui s'immolent par le feu. Donc je pense qu'il y a encore des femmes qui existent en tant que femmes sur ce monde. Il faut les soutenir dans leur féminité et ne pas passer dans le genre en esquivant ce binarisme. Quand vous lisez un texte, vous sentez tout de suite si c'est une femme ou un homme qui l'a écrit ? C'est déjà donné dans l'écriture et la signature, mais oui, je pense, oui. 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 Ça, c'est très important, je pense, pour soutenir votre démarche. Il y a le féminin de l'homme et il y a le féminin et masculin de la femme qui se conjuguent, qui se composent différemment, mais il y a une distinction, oui. Alors on va revenir à Arendt, qui n'est pas tout à fait honnête dans ce qu'elle dit, parce qu'en fait la question du féminin l'a intéressée, et on va en parler à travers une femme juive, en effet, du début du 19e siècle, Rahel Varnhagen, dont elle a exploré la biographie. Mais juste avant, un mot quand même sur Colette, puisque nous sommes au début de cette émission, sur le génie féminin. Colette était-elle féministe ? Est-ce qu'on peut dire cela, Frédéric Maget, ou bien elle encore était un exemple de liberté, notamment sexuelle, mais aussi d'écriture, sans discours sur les femmes? C'est une question qui a souvent été posée, qui est encore plus posée, je pense, dans le monde contemporain. Il faudrait beaucoup de temps pour y répondre précisément. Je dirais d'abord, en réaction à l'archive que vous avez diffusée au début de l'émission, qu'elle fait écho chez les lecteurs et les lectrices de Colette. La dernière phrase, c'est « Le je veux faire ce que je veux » de Colette. Elle offre effectivement l'exemple d'une liberté en acte, elle qui a toujours fait ce qu'elle voulait et qui ne s'est jamais laissée enfermer dans une identité, pas plus dans une profession, dans un métier, dans une image, qui a toujours été dans la métamorphose. De même, ce que Hannah Arendt dit des métiers des femmes, on en trouverait un écho dans les très beaux textes que Colette a écrits pendant la Première Guerre mondiale, où elle voit les femmes rester à l'arrière, qui accèdent à des métiers qui leur étaient jusqu'alors interdits, et on voit que Colette est assez réservée. D'ailleurs, elle dira bien plus tard, revenant sur cette accession des femmes au monde du travail
à quel point ça a été douloureux pour les femmes et à quel point ça a été une douleur. Néanmoins, elle se distingue considérablement d'Arendt en ce qu'elle a fait du féminin et des femmes l'objet même de son écriture. À la fois parce qu'elle a fait entrer dans la littérature des personnages de femmes qui n'existaient pas, de l'adolescente Claudine jusqu'à la femme vieillissante elle-même dans Le Fanal bleu et l'Étoile vespère, la femme de 40 ans, la femme de 50 ans, elle fait rentrer des femmes et des thématiques qui relèvent de la sphère du féminin, mais je pense qu'elle se distingue aussi en ce que, et là je rejoindrai Julia Kristeva, le féminin chez Colette est un féminin transformatif, c'est-à-dire c'est un féminin masculin, masculin féminin, c'est aussi l'homme, la femme, l'animal, le végétal. Donc on ne peut pas répondre à cette question du féminin et des féministes sans, je pense, le remettre dans le contexte et aussi sans prendre en compte l'imaginaire de Colette, le mouvement même de l'œuvre qui est celui des éclosions et des métamorphoses. Alors à vous, Aurore Mregen, parlez-nous un peu d'Arendt. D'abord, là nous venons d'avoir un petit échange sur, disons, Arendt qui n'est pas féministe, qui dit même que la question que le problème féminin ne l'intéressait pas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, en tout cas c'était peut-être un peu plus complexe, mais nous avons eu aussi un échange sur l'idée d'un génie féminin qui ne serait pas la question du genre telle qu'elle est posée, nous explique Julia Kristeva, mais qui serait quelque chose d'autre lié à la singularité de chaque femme et le sens de cette singularité. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces questions, Aurore Mregen, vous qui êtes spécialiste d'Arendt? Alors, effectivement, ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez diffusé avec Günther Gauss, alors, elle-même commence par dire, oui, je suis peut-être un peu vieux jeu en disant que je trouve que donner des ordres ne convient pas à une femme, effectivement. Mais, et comme vous le disiez, elle a en réalité une façon elle-même de s'imposer dans la sphère publique et justement, en raison de cette impulsion qu'elle a de vouloir comprendre, et elle dit que c'est ça qui l'a mue en fait toute sa vie. Et en réalité, vous posiez cette question du féminisme. Effectivement, elle a jamais, sauf dans un texte de jeunesse où elle a vraiment abordé la question du féminisme, une recension d'un texte en 33, il me semble, sur. Ah oui. Où elle sur la question des droits des femmes, mais qui ne sont pas du point de vue social, l'égalité ne correspond pas à cette déclaration en tout cas. Mais sinon, c'est quand même une question qui intervient de façon assez transversale, assez souvent malgré tout, notamment dans son échange avec Scholem en 1964, quand il lui dit je vous considère comme une fille de notre peuple, et elle lui dit mais je me suis jamais posé cette question-là, c'est comme si vous me disiez que je suis un homme et pas une femme, c'est une donnée de mon existence, et cette donnée-là, elle en parle aussi à certains moments en parlant d'un cadeau, d'une gratitude envers le donné. Donc il y a des données comme ça par lesquelles on est qui relèvent d'une forme de contingence, mais qui en soi ne font pas une singularité, les données initiales. C'est après, en revanche, ce qu'on en fait, la façon dont on est une femme, la façon dont justement le qui prend forme. Et ça aussi, c'est quelque chose dont elle parle à la réception d'un prix en 75 du prix Sonning, où elle dit là, elle s'affirme comme femme et comme juive, et là il y a plutôt une dimension politique où elle explique ce que c'est finalement sa façon d'être un qui, sa façon d'être une femme, sa façon d'être juive. Mais c'est pas uniquement une donnée initiale en fait, c'est vraiment une incarnation dans un qui d'une façon de penser et d'agir en tant que femme. Pourriez-vous nous préciser qui est Rahel Varnhagen, cette femme sur laquelle en 1927 elle commence une biographie, et j'ai appris donc, notamment en lisant Julia Kristeva qui insiste sur ce point, qu'elle voulait en faire Arendt un véritable travail de thèse. Elle avait déjà soutenu une première thèse sur Augustin, puis là c'est la grande thèse allemande. Elle a eu une bourse pour ça, sur 6 ans. Elle a dû partir en 1933 en France, exilée, et elle n'a pas fini, elle n'a pas soutenu, mais elle a toujours revendiqué cette thèse de doctorat. Mais qui est Rahel Varnhagen, Aurore? Alors justement, elle se rapproche en réalité peut-être un peu de la façon dont Julia Kristeva raconte une singularité, c'est que là, il y a un récit d'une vie de cette juive allemande à l'époque du romantisme, où finalement le sens, c'est vraiment cette importance pour Arendt de raconter tout ce qui fait
les éléments d'une vie, la façon dont on le raconte. Là, elle se réfère aussi à Isaac Dinesen. Le fait de raconter des événements donne un sens, sinon ce serait juste une succession d'événements. Et Varnhagen raconte beaucoup, il y a beaucoup de longues correspondances, c'est ça qu'elle étudie, oui, c'est ça, correspondance. Exactement. Et donc elle essaye de montrer ce que c'est qu'être une juive à l'époque du romantisme, à ce moment-là, mais en incarnant vraiment ce qui. Et c'est la question de la judéité ou la question du féminin, ou les deux qui intéressent Arendt, par-delà ce qu'elle a pu en dire, c'est-à-dire il y a un peu de déni dans ses propos. Elle nie qu'elle s'intéresse vraiment au féminin, mais rassurez-moi, il n'y a pas que la judéité dans l'affaire Rahel Varnhagen. C'est une femme amoureuse, c'est une femme passionnée, c'est une femme assimilée, mais qui vit c'est son assimilation en ayant en elle ce que Arendt appelle le résidu du paria. Mais c'est pas que la judéité. Si. Oui, bien sûr. Il y a aussi cette dimension, je pense, qui l'intéresse, d'un peu de romantisme, c'est de la façon dont elle accueille... dont elle vit cette façon-là d'être femme, et c'est ça qui je pense, qui intéresse Arendt à ce moment-là. Et elle, pour le coup, cette façon, la singularité, je sais pas si, chez Arendt en tout cas, le qui s'incarne à la fois dans l'action, mais aussi dans ce qu'on pense et dans la singularité de cette façon de le penser. Et peut-être que vous. Alors, Julia Kristeva, que pensez-vous de ce gros livre d'Arendt sur Rahel Varnhagen, pour lequel elle s'est beaucoup battue, pour essayer de le faire reconnaître comme une vraie thèse académique après la guerre, et pour autant un livre dont elle ne parle pas souvent? Mais écoutez, comme j'essaie de dire tout à l'heure, elle essaye de se poser dans ce monde difficile où, en tant que femme et en tant que juive, elle n'est pas reconnue. Et les gens dans sa situation ne le sont pas. Elle est prise de pensée, elle est prise de Heidegger, dont elle va dire qu'elle a passé son temps à tricher, qu'il est un renard, et que beaucoup de gens sont tombés dans ce piège, mais lui est le premier à tomber, tout en lui envoyant la condition de l'homme moderne avec une dédicace, sans envoyer la dédicace, mais en disant qu'elle lui doit tout. Et donc, si j'évoque cette histoire, c'est qu'on ne peut pas comprendre les choix de Hannah Arendt sans passer par cette histoire amoureuse douloureuse. En tant que femme, elle nous dit qu'elle s'est construite comme penseur, mais elle a triché en tant que sexe féminin. C'est comme ça qu'elle analyse ce qui s'est passé avec Heidegger, et c'est peut-être pour ça qu'elle se tourne vers une femme assimilée, juive. Elle essaye de retrouver, de faire son analyse de cet échec mais constructeur en même temps, parce que l'histoire avec Heidegger n'était pas qu'un échec, c'était aussi une construction d'une femme qui peut tenir tête à Heidegger et faire de son ontologie une politique. Donc elle a construit quelque chose de spécifique, de personnel. Elle a affirmé son qui, si on peut dire ça, le qui plutôt que le quoi de la chose et l'individu, la personne créatrice. Et le livre sur Heidegger est comme une sorte de narratif qui lui épargne une psychanalyse et dans lequel elle donne des éléments de sa propre subjectivité, de ses propres passions. Mais je pense qu'on ne peut pas poser aussi bien à Colette qu'à elle des problématiques qui ne sont pas les leurs. Mais voir comment, ayant touché aux questions du féminin sans pouvoir le résoudre, elle lui trouve une prolongation dans une éternelle questionnement de ce qui reste énigmatique des identités dans l'histoire. Il y a deux identités dans l'histoire qui la passionnent, le féminin et la nation. Il trouve que la nation, c'est un enfermement de la liberté et peut dégénérer, mais elle est passionnément engagée dans l'État hébreu et dans l'État, la survie de l'État juif. Et elle va développer des idées. Je développe Rahel Varnhagen dans quelque chose qui me paraît plus actuel dans son œuvre que cette biographie, qui est un passage pour aboutir à quoi? À une position de défense de l'État d'Israël qu'on entend aujourd'hui. Elle est parmi les rares personnes à l'époque qui ont parlé déjà d'État binational, d'État fédératif, de la difficulté de créer ces États. Et j'ai pris là une citation que je voulais vous présenter parce que c'est quelque chose qui nous montre les génies féminins
féminin dans la politique aujourd'hui. Arendt, c'est dans la politique, le qui. Voilà, ça, mais sûr. c'est dans la politique. Et dans l'affrontement aussi avec un certain dans lequel tu dis qu'il voit un État qui sonne extrêmement moderne et actuel, une mobilisation de l'État militaire qui risque de se heurter à une opposition nationale arabe de millions de gens du Maroc jusqu'à l'océan Indien en tant que religion et en tant que natalité. Donc, elle était au courant de la difficulté de cet État pour lequel elle exprime un grand attachement. Gershom Scholem va lui dire « Vous n'êtes pas une fille du peuple, vous ne l'aimez pas ». Et là, elle se met à questionner même cet attachement. Elle va dire, quand on est dans la politique, on n'aime pas son peuple. Ouais, l'amour n'est pas la grande vertu L'amour n'est pas un discours politique. Donc, comme être féministe et amoureuse ne résout pas les problèmes de l'actualité politique où le qui, féminin ou non, peut être quelque chose à faire pour que la liberté soit sauvée. C'est ça son enjeu. Des questions importantes. Il faut sortir du privé. Il faut sortir l'espace privé pour aller dans le politique, pour arrêter. Non, il ne faut pas sortir. Il faut être dans l'espace privé et l'investir. Mais elle n'a pas le moyen de creuser l'espace privé. Elle ne le nie pas. Elle lui dit qu'elle est attachée, mais elle dit que ce n'est pas l'amour. L'amour reste pour le privé. Néanmoins, cet attachement a des développements qu'il faut essayer de suivre pour trouver des solutions politiques. Donc, c'est un féminisme utile à la cause universelle. Mmh. Mais ce n'est pas du tout un féminisme identitaire qui fait que, à mon sens, il peut s'enliser dans des espèces de radicalisme dans lequel on voit aujourd'hui certains féminismes piétiner. Aurore Mregen, sur ces engagements d'Arendt, l'importance du qui s'exprime surtout en politique. La vita activa, pour Arendt, la vie active a 3 domaines, le travail, l'œuvre, l'action. C'est lorsqu'elle parle de l'action que le qui vraiment, n'est-ce pas, se singularise. Et c'est aussi le domaine du conflit. Et peut-être pourriez-vous préciser les positions sionistes qui ne font pas l'unanimité au sein des sionistes de Hannah Arendt. Oui, alors peut-être sur cette question du qui, effectivement, et vous parliez du travail de l'œuvre, de l'action, ça rejoint ce que vous disiez, Julia Kristeva, sur la vie comme Zoé et Bios, c'est-à-dire à la fois pour Arendt, il y a la vie qui se reproduit, le cycle de la vie qui est Zoé, Zoé, et le fait que on peut raconter une biographie de quelqu'un, donc c'est comment le qui peut s'exprimer par l'action, la parole. Donc il y a effectivement cette dimension politique. Mais juste, il y a également, il me semble, aussi une dimension importante morale qu'on souligne assez rarement, enfin dans la façon quand on parle d'Arendt. Mais c'est vrai que quand elle va au procès, quand elle assiste au procès d'Eichmann, elle décrit Eichmann comme un nobody, quelqu'un qui n'a pas cette profondeur de la pensée, du jugement. Et quand elle dit que finalement la qualité personnelle de quelqu'un, une personne morale, c'est presque une redondance de le dire comme ça, puisque la qualité qui fait de quelqu'un une personne, c'est la possibilité de penser, de juger par soi-même, et c'est en cela qu'elle voit une forme de radicalité, parce que le bien s'ancre vraiment à des racines, à la différence d'un Eichmann qui justement, ce qu'elle appelle la banalité du mal, qui est capable de se propager comme ça à la surface de la Terre, parce qu'il n'y a pas cet ancrage de la pensée et du jugement. Et il me semble que ça aussi, ce qui, du point de vue moral, il est vraiment important, parce que Arendt insiste beaucoup sur la responsabilité, sur le fait que devant un tribunal, c'est un qui aussi, c'est quelqu'un qui est doté d'un nom, d'un sexe, mais qui doit répondre de ses actes. Donc, pour finir un peu ce développement sur Arendt, puis on y reviendra, puisqu'on parle du génie féminin et qu'elle est un exemple de Julia Kristeva, j'aimerais savoir, Aurore Mregen, comment vous recevez la proposition assez singulière de Julia Kristeva à propos d'Arendt, ce volume sur Arendt de Julia Kristeva, cette réflexion sur la vie selon Arendt, la singularité selon Arendt, pas seulement la politique. D'ailleurs, vous venez de nous le redire, Julia Kristeva. Comment vous lisez tout cela, Aurore Mregen? Et moi, je trouve ça vraiment intéressant, justement, parce qu'elle s'est mis aussi en relation avec les événements vécus par Arendt. Et justement, dans votre livre, vous reparlez de la vie comme quelque chose qui a essayé d'être détruit par le totalitarisme. Le fait que, justement, Arendt redonne cette importance à la vie, puisque dans ses explications sur la façon dont l'homme a été rendu superflu,
et sur la fabrication de l'être humain superflu, et la façon dont Julia Kristeva met en évidence cette importance de la vie et de la singularité dans cette vie, justement par le fait d'agir, de parler, de commencer quelque chose de nouveau, parce que c'est ça aussi chez Arendt qui est intéressant, le commencement par rapport à ce qui a été complètement étouffé et annihilé par le totalitarisme, cette volonté de détruire vraiment la spontanéité, et elle parle de fabrication d'un faisceau de réactions, et dans la destruction qu'elle analyse de l'être humain. Et je trouve intéressant la façon aussi dont Julia Kristeva montre comment Arendt justement repense la vie, le commencement en réaction notamment aux origines, au totalitarisme. Julia Kristeva. Oui, moi je voudrais insister par rapport à ce que vient de dire Aurore Rocher sur la vie comme bios. Et ça rejoint votre histoire sur Raël Vernagen, raconter sa vie. Pour elle, l'identité n'est pas se définir comme identité et agir comme une identité. L'identité sexuelle, par exemple, fût-elle genre auquel qu'elle soit, s'inscrit dans un mouvement qui est celui de la vie. Et la vie, pour qu'elle puisse être partagée, doit être racontée. Ça s'appelle une biographie. Et la différence entre la vie Zoé et la vie sociale, c'est qu'elle a un récit partageable. Le récit est individuel, c'est le récit du qui. Le génie passe par là, mais le génie n'est pas identitaire, que ce soit une identité ethnique ou identité sexuelle ou identité parce que j'ai des cheveux blonds ou quelque chose qui est lié à la biologie. L'identité s'exprime dans le langage. Et si vous permettez une très petite diversion, cette idée du génie comme bios, me fait penser au livre qui vient de paraître de Philippe Solers qui s'appelle La deuxième vie. Oui. Nous allons marquer dans quelques jours la première année de sa mort et son dernier livre pour lequel je viens de faire une postface s'appelle La deuxième vie. La deuxième vie, c'est la vie de l'écriture, la vie où quelqu'un qui a vécu sa propre mort, sa finitude, qui est au courant de sa mortalité et qui l'éprouve, donne place à l'écriture. L'écriture est adossée à la mortalité. Et ceci dès son premier livre où il dit que écrire c'est un apprentissage du néant, vivre sa vie c'est d'écrire non pas la mort mais sa mort. Et on reste donc de nouveau dans cette idée propre au judéo-christianisme qui est la singularité. Masse faite de singularité. Et donc cette biographie est quelque chose qui est l'acte politique de l'identité, fût-elle sexuelle. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. De toutes les maisons que vous avez habitées, vers laquelle retournent le plus volontiers vos souvenirs? Oh, ma maison natale, naturellement. C'est une maison de village, à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille. Elle rassemble autour d'elle une petite cité de 13 ou 1500 habitants, un jardin négligé. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils. Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire et le certificat d'études. Mais vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non. C'était Colette. Je ne savais pas du tout, Frédéric Maget, qu'elle avait cette voix. Colette parlant de sa maison natale. Colette précisant qu'elle n'a pas fait beaucoup d'études. Colette, avec cet accent de Bourgogne, n'est-ce pas? On en écoute encore un tout petit peu. Écoutez-la maintenant parler de la musique, puis après je veux vraiment vous entendre et entendre Julia Kristeva sur la personnalité de Colette. Écoutons encore un peu. J'aimerais savoir si vous aimez beaucoup la musique,
Et si vous vous en servez pendant vos heures de travail? Oh non! Elle ne pourrait, elle aussi, mais j'aime beaucoup la musique, mais elle ne pourrait servir qu'à combattre les moindres propensions au travail, le moindre... Oh non, je ne pourrais pas. Oui, j'aime beaucoup la musique. Nous sommes, figurez-vous, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais la famille de laquelle je sors, qui est modeste, aime la musique. Mes frères étaient musiciens aussi. Oui, oui. Figurez-vous que... Non, j'aime bien vous dire une chose comme celle-là que je n'ai pas encore dite, sans doute. J'ai appris mes notes et à lire mes notes en même temps que j'ai appris mes lettres. C'est-à-dire que j'avais 2 ans et demi et 3 ans quand j'ai appris mes notes, à lire mes notes, et que j'ai appris en même temps à lire mes lettres. Nous parlons du génie féminin ce matin, pour reprendre l'expression de Julia Kristeva. C'est le 3e épisode consacré à l'œuvre de Kristeva. Et dans ce génie féminin, celle-ci a analysé l'œuvre de Arendt, de Mélanie Klein, de Colette. Nous en venons à Colette, et Frédéric Maget, vous êtes un spécialiste dans ce pays de Colette. J'essaye. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'emblée, après cette voix d'elle qu'on vient d'entendre? J'ai envie de citer l'exergue de La naissance du jour. Imaginez-vous à me lire que je fais mon portrait, patience est seulement mon modèle. Je crois qu'il faut toujours, chez Colette, se méfier des apparences d'une certaine façon. C'est-à-dire que cet accent que vous entendez avec ces airs qui roulent, qui est la manifestation de son identité terrienne, de ses racines bourguignonnes, on le sait, elle a fait partie de son identité dès son arrivée à Paris, quand elle apparaît dans les salons musicaux parisiens avec Willy après son mariage à la fin du 19e siècle. Elle apparaît comme une Huronne, avec ses très longs cheveux, cet accent rocailleux, puis ce tempérament un petit peu sauvage. Mais on sait aussi que Colette a beaucoup joué de cet accent. On a retrouvé récemment des enregistrements qui datent de 1932, où on voit que cet accent a presque disparu. Vous n'entendriez plus ces fameux airs qui roulent. Parce que là, c'est 1950 sur le RTF que ils nous avons reviennent entendu de façon tout à fait massive dans les enregistrements pour la radio de 1949, 50, 51. Oui. De même que cette image que j'aime beaucoup, où elle dit mes études se sont arrêtées au brevet élémentaire. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir pour cela. C'est l'image que Colette, à partir de 1936 à peu près jusqu'à la fin, va populariser, en tout cas pousser dans son œuvre, qui est l'image de l'écrivaine qui n'a jamais voulu écrire. Pourquoi fait-elle cela ? Je pense qu'il y a une part de vérité, c'est-à-dire son entrée en littérature est une entrée de clandestine. J'aime bien cette expression de Paul Dolander, c'est-à-dire que c'est son mari, son premier mari Willy, qui l'a fait rentrer en littérature sous un masque, puisqu'on le sait, les premiers textes de Colette ont été écrits par elle, mais signés par son premier mari. Donc c'est vrai qu'objectivement, elle est arrivée un petit peu masquée, un petit peu cachée, sans vraiment l'avoir voulu. Et je crois qu'aussi, ça relève de la stratégie. On en a parlé tout à l'heure, Julia Kristeva, on en a parlé tout à l'heure. Colette est une femme, dans ce premier XXe siècle, qui cherche à se faire une place dans un milieu littéraire qui est largement dominé par les hommes. Et je pense que cette façon de dire... Mais moi, vous savez, je n'ai pas de prétention à la pensée, pas de prétention intellectuelle, même pas de prétention au génie féminin. Je ne fais que passer, en quelque sorte, est une stratégie, car en réalité, Colette, je le crois et j'en suis persuadé, avait une parfaite conscience de son génie littéraire. La preuve en est de la façon dont elle travaille et retravaille ses manuscrits et ses textes, cette quête du mot meilleur et meilleur que meilleur. Elle fait revenir des épreuves pour des points-virgules ou des tirets mal placés. Elle a une parfaite conscience, d'ailleurs, de toutes les dimensions de l'activité d'écriture, aussi bien d'ailleurs commerciale. Elle négocie tout à fait durement ses contrats, elle réclame l'égalité salariale quand elle est journaliste et qu'elle voit que, par exemple, son camarade Joseph Kessel est mieux payé qu'elle. Donc elle a une parfaite conscience de cela, mais je pense qu'il y a une part de stratégie chez elle dans cette volonté de passer pour une écrivaine qui n'a jamais voulu écrire et pour une anti-intellectuelle, en quelque sorte. Or, il suffit de lire des textes comme La naissance du jour ou des textes comme Le pur et l'impur et lire l'ouvrage de Julia Kristeva pour voir que l'écriture de Colette est une pensée du monde, et une pensée en acte. Colette donne quand même l'impression, au contraire d'Arendt, de ne pas avoir un rapport fort à la question politique.
Franchement, je dirais même que c'est un peu le moins qu'on puisse dire. Elle écrit encore en 1941-42, dans des journaux soit pétainistes, soit carrément collaborationnistes, en disant il faut bien vivre. On a un peu cette impression que c'est pas très important. Géraldine, je suis obligée de vous couper parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que Colette a publié effectivement des articles dans Le Petit Parisien qui étaient passés tout à fait du côté collaborationniste. Ça, c'est vrai. Oui. Ces textes, on peut les lire puisqu'ils sont repris dans Paris de ma fenêtre. Elle n'y parle absolument pas de politique. Elle donne des conseils aux femmes pour faire avec, sans rien. Non, mais je veux dire parce que c'est pas très important pour elle la question. Non, c'est un mépris de. Voilà. Je voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Enfin, je voulais pas dire autre chose que ça. Oui, mais c'est pas très important ni très grave. Et effectivement, elle ne parle pas de politique. Et pourtant, vous venez de dire qu'elle est stratège à propos de son propre personnage. Et là-dessus, j'aimerais votre analyse, Julia Kristeva. Elle est stratège. Elle construit un personnage beaucoup plus illettré et anti-intellectuel qu'elle n'est. C'est ce que vous venez nous expliquer, Frédéric Maget. Elle veut faire sentir qu'elle est d'abord quoi ? Un corps, avant d'être un intellect ? D'abord, la chair des mots, comme vous dites. Elle est cosmique. Elle fait passer la chair du monde, sa sexualité, ses tremblements physiques, son désir, dans la langue française. C'est une opération alchimique. Oui. C'est pour ça qu'elle n'a pas de place dans les genres littéraires. Elle n'écrit pas. Elle se bat pour avoir une place, et Frédéric Maget a tout à fait raison. Elle suit sa carrière, elle deviendra jury Goncourt, quelqu'un qui tenait beaucoup compte de l'histoire des femmes et de pouvoir des femmes. Simone de Beauvoir adorait son combat littéraire en tant que femme qui veut se faire payer, qui est reconnue, qui fait un métier. Elle la considérait comme le plus grand écrivain moderne, mais justement parce qu'elle affirmait sa personnalité. Ce n'était pas, même si elle disait que les féministes ne méritent que le harem ou le fouet. Elle allait jusque-là. Elle balançait ça, mais pourquoi j'allais dire très justement, elle s'est rendue compte combien dans le monde qu'elle vivait, elles étaient humiliées, la vie politique les mettait à l'écart, c'était très dur. Il y avait ce masochisme d'être femme qui cherche sa place, et celle qui arrive à s'en sortir, qu'on connaît bien, les femmes totales qui travaillent jour et nuit et qui sont épuisées pour venir se plaindre sur nos divans. Elle ne voulait pas du tout de cette féminité-là. Par contre, elle a réussi, à partir de son milieu familial, à partir aussi de ce qu'elle croit être le génie de sa mère, mais qui est aussi le sien projeté dans sa mère, à créer un personnage de la femme qui est tous les désirs possibles, hommes et femmes, mère et amante, perversion de l'instinct maternel attendu aussi en raison de sa relation avec Bertrand de Jouvenel. Elle s'est donné toutes les libertés et toutes les jouissances, mais pas tellement pour en faire une anomalie ou une revendication de liberté, pour les insuffler dans ce que Apollinaire va dire le frisson de la chair dans la langue. On écoute un frisson de la chair. Tremble, ça s'entend. Alors on va l'écouter. Voilà. Nous avons et choisi pas tellement dans l'accent, mais dans les métaphores. Mais pas elle. Le texte, voilà. Ça va être lu. Qui n'est pas un genre, elle n'a pas innové un genre, il n'a pas donné un style. Elle a mis le cosmos dans la langue française. Alors écoutons un extrait de La Maison de Claudine en 1922. Eros est partout. Écoutez. Le mot presbytère venait de tomber cette année-là dans mon oreille sensible et d'y faire des ravages. J'avais recueilli en moi le mot mystérieux, comme brodé d'un relief rêche en son commencement, achevé en une longue et rêveuse syllabe. Un peu plus tard, le mot perdit de son venin, et je m'avisai que presbytère pouvait bien être le nom scientifique du petit escargot rayé jaune et noir. Rejetant les débris du petit escargot écrasé, je ramassai le beau mot. Je remontai jusqu'à mon étroite terrasse ombragée de vieux lilas, décorée de cailloux polis et de verroteries, comme le nid d'une pie voleuse. Je la baptisai presbytère, et je me fis curer
sur le mur. Ce que vous entendez là, collé à cette lecture d'un texte de Colette, c'est l'opéra de Ravel, L'enfant et les sortilèges, 1925. C'est Colette qui a écrit le livret de cet opéra de Ravel. Et c'est magnifique parce que 4 ans plus tard, en 1929, Mélanie Klein, sur laquelle vous avez aussi beaucoup travaillé, Julia Kristeva, a commenté L'enfant et le sortilège dans un texte intitulé « Les situations d'angoisse de l'enfant et leurs reflets dans une œuvre d'art et dans l'élan créateur ». Un mot sur le petit escargot évoqué par Colette. Je me figurais sur le mur, je répète sans cesse ce drôle de mot, presbytère. Frédéric Maget, c'est tout Colette, ça, non? Cette jouissance des mots et de leur ambivalence. Oui, tout à fait. Et puis, pour faire un rebond sur la première émission que vous avez fait avec Julia Kristeva, c'est un texte magnifique à étudier pour ceux qui découvrent Benveniste. Je veux dire, pour le coup, il y a toujours, Colette le dit, elle commente de façon indirecte, il y a toujours, entre le réel et l'imaginé, il y a toujours de la place pour le mot. Le mot magnifique est plus grand que l'objet. Voilà. C'est exactement ce qui se dit dans ce texte. Et j'invite les lecteurs à relire l'intégralité du texte, parce qu'il y a une progression, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Et quand les lecteurs ou les lectrices de Colette viennent à la maison de Colette, ils sont assez fascinés de voir le petit mur où Colette, on peut le voir, où elle se trouve effectivement, et revivre cette scène où Colette, enfant, découvre l'arbitraire du langage en quelque sorte, mais ne s'en satisfait pas puisque l'imaginaire va devenir plus fort et le mot métaphore devient métamorphose puisque, vous voyez, elle n'accepte pas que finalement la coquille de l'escargot ne soit pas la maison du curé comme elle le pensait, et du coup, c'est elle qui va se faire, elle devient le curé sur son mur. Julia Kristeva. Moi, j'adore ce texte et je voudrais vous parler aussi d'un autre qui s'appelle Les vrilles de la vigne, où on voit très bien, aussi bien sa bisexualité que son infiltration dans le langage. Il est question de l'oiseau, c'est-à-dire le rossignol qui est fatigué, qui n'arrive pas à dormir, et c'est l'écrivaine qui n'arrive pas à écrire, son côté masculin, mais petit garçon qui est intoxiqué par les vignes, d'une sorte d'osmose sexuelle qui le rend incapable. Et puis finalement, il retrouve sa voix et on ne parle plus du rossignol, mais on parle de la vigne qui va lui faire pousser des trilles. Les vrilles de la vigne sont traduits dans les trilles de la voix. Il y a une espèce de jeu de mots avec trilles et vigne, et rossignol et vigne, qui nous montre une Colette qui va dire femelle j'étais et femelle je le resterai pour en mourir, pour jouir et pour souffrir. Mais cette féminité est bisexuelle et à chaque fois elle essaye de se dire en même temps avec une musicalité dans les mots. Vous êtes sûr qu'un homme n'aurait pas pu écrire cela? Je pense par exemple à un Giono. Il y a Joyce le fait, c'est le féminin de l'homme, on va dire. Si on reste avec les catégories de pouvoir phallique et de réceptivité féminine, ces qualités, tous les deux sexes les supposent et les possèdent, mais ils sont composés et accentués différemment. C'est des compositions spécifiques. Ça reste du génie féminin pour vous, Colette. Cette sensualité-là est féminine. Mais
elle est universelle parce qu'elle est par tout le monde et un homme peut très bien éprouver ça. C'est elle qui l'a trouvé en elle et l'a exprimé à sa façon de le faire. C'est le féminin, comme nous le savons maintenant, existe chez les hommes comme chez les femmes. Elle a désinhibé la bisexualité tout en gardant le sexe natif. Quand elle dit rose, noir, confiture, d'odeur, enfin, tout le monde peut dire ça parce que ça nous renvoie au langage infantile, au langage de maman, aux écolalie, au féminin avant la distinction sexuelle, par exemple. Mais c'est une femme qui l'a affirmé d'une manière aussi claire. Et on peut dire aussi que Joyce ou Proust ont des qualités féminines. J'ai dit que vous aviez pris un risque avec cette trilogie intitulée Le génie féminin. Est-ce que vous... Là, je sens encore dans vos réponses qu'à la fois, il y a un attachement à quelque chose de féminin, d'authentiquement féminin, et en même temps, il y a un certain féminisme dans lequel vous n'avez aucune envie de tomber. Est-ce que je me trompe ? Non, moi, le dernier texte que j'ai présenté il y a quelque temps à Londres et qui va apparaître dans mon livre en automne, s'appelle Éthique... Prélude pour une éthique du féminin. Et c'est un féminin transformatif. C'est la capacité de passer d'une sexualité génétique à une autre et de jouer avec ce passage dans le langage. Et chez Colette, cette phrase où elle se veut femelle, mais pour en jouir et pour souffrir, est un aveu des limites que représente le binarisme et en même temps de la possibilité de jouer avec. Et pour ce qui est du féminin, pourquoi je l'appelle transformatif ? Parce que par l'histoire des femmes et le fait qu'il y a un double Édipe prime avec la mère, Édipe bis avec le père, on arrive à une plus grande souplesse psychique qui fait que la sexualité féminine est plus mature quand elle réussit à faire ce jeu entre le féminin et le masculin, et plus maladive et plus dépressive quand elle ne réussit pas. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Vous avez juste 20 secondes, c'est horrible ce que je fais là. Julia Kristeva, pour nous dire pourquoi vous vouliez Édith Piaf à la fin de cette émission. Pourquoi ? Pourquoi Piaf ? Parce qu'elle montre à la fois les pièges d'une féminité douloureuse et toujours en combat, et la capacité de jouir de ce dépassement vers une mélodie contagieuse.